Bonjour et bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». Épisode intitulé « Streaming versus cinéma, deuxième partie ». Bonjour Samuel. Salut Marcel. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super, en pleine forme, prête pour un autre sujet. Parce que la dernière fois, on s'est parlé de streaming, mais c'est un vaste sujet qu'il faudrait un petit peu survoler encore plus aujourd'hui. Dans le détail, on va s'attarder un peu au modèle d'affaires. Les différences qu'il y a entre la façon de faire des plateformes puis la façon de faire des salles de cinéma dans leurs revenus, dans leur façon de se financer, etc. Donc, on sait que le modèle d'affaires pour les services de la vidéo à demande par abonnement est un service mensuel. Donc, on paie des frais à chaque mois pour s'abonner à différentes plateformes de toutes les façons. Donc, on a vu la dernière fois que les prix variaient. C'est leur façon de faire. Donc, pour eux, ce qui est intéressant, c'est la rétention des abonnés. C'est sûr que vous voulez garder vos abonnés longtemps pour qu'ils puissent encore payer à tous les mois. Bien, ça implique inévitablement d'avoir un gros catalogue, d'avoir un gros inventaire de séries télévisées et de films pour essayer de garder l'intérêt de vos abonnés. Puis même, je dirais que les séries télé sont la base même pour ces plateformes-là, parce que ça implique plusieurs épisodes. En ayant plusieurs épisodes, bien, je vais te garder plus longtemps ton abonnement qu'à chaque fois, un film, c'est vite passé. Puis, en même temps, avec les séries, on voit qu'il y a plusieurs stratégies, là, comme on avait discuté. Là, Netflix va plutôt sortir une saison complète qui peut être consommée au complet toute la journée même, tandis que Disney, avec Le Mandalorian, ils sont plus avec un épisode à chaque semaine. On le voit tout de suite que la stratégie utilisée, c'est de garder le plus possible ses abonnements. Fait que c'est intéressant à voir à ce côté-là aussi. Là. C'est ça. Ils ont chacun leur façon de faire, puis ils se font un peu compétition dans ce sens-là. Ça, c'est intéressant de le souligner. Puis, il faut comprendre aussi que quand on sort un film, environ 2 heures, on peut dire environ, parce qu'une série, c'est une saison complète, 4-5 heures, là, fait que ça a un impact énorme sur la consommation d'un client sur la plateforme. Puis aussi, au niveau des décors, là, c'est un petit sujet à part, mais une série peut être tournée sur les mêmes décors, fait que c'est vraiment une autre façon là, pour une plateforme. Ils peuvent se rentabiliser plus facilement en ayant déjà mis en place le cadre qu'ils utilisent à tous les épisodes. Exact. C'est ça. Puis en plus, ils peuvent faire plusieurs saisons. Si c'est populaire puis ça va bien, puis c'est aimé, à ce moment-là, on peut faire la saison 4, 5, 6 et 7. On en a vu plusieurs grosses séries intéressantes avec plusieurs épisodes. Donc, c'est l'essence même, d'après moi, des plateformes de diffusion en abonnement. Puis la durée, hein, c'est court, ça regarde bien, 40-50 minutes. Un film, c'est plus long. Fait que vraiment, on le ressent nous-mêmes que la série à la maison, c'est un moyen de consommation simple et efficace. Là. Exactement, c'est ça. Et pour ce faire, on dit même que 80% du contenu des plateformes, c'est des séries télé, contrairement aux films. Après ça, on peut regarder le partage des revenus. Contrairement aux salles... par rapport à l'autre, les salles de cinéma et les plateformes de streaming. Les plateformes, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, c'est plus fermé, on connaît moins les chiffres, alors que pour les salles de cinéma, il y a des rapports box-office qui sont émis à toutes les semaines. On peut suivre les performances d'un film du début jusqu'à sa fin, alors que dans les différentes plateformes, on l'ignore, sauf des exceptions, comme Disney a sorti les chiffres de Black Widow à l'époque, parce que les recettes salles étaient tellement ordinaires qu'ils ont essayé de contrebalancer avec les revenus du fameux 60 millions week-end qu'ils avaient engrangés. Mais ça m'amène à dire,
la seule plateforme qui a pu, à date, savoir exactement leurs chiffres, c'est avec le Premium Access de Disney. Justement, vu que c'est un coût unitaire, ils ont un peu essayé le même modèle qu'une salle, en fait, là. Ouais. Tandis que Netflix l'a jamais essayé du fait que comme mon 20$ que j'utilise sur Netflix versus le tien, Ouais. c'est dur à dire qu'est-ce que je regarde pour 20$. Là. Oui, c'est pratiquement impossible de rendre ces chiffres-là publics compte tenu du catalogue qu'ils ont, de tous les abonnés qu'ils ont. Écoute, ça prendrait des pages, des listes incroyables pour mettre ça en public. Donc, c'est techniquement pratiquement impossible de suivre la performance de chacun des films. Alors, à partir de ça, comment ils font pour payer soit des compagnies de distribution, soit est-ce que les acteurs ont des droits là-dessus? Je ne le pense pas. C'est ce qui a fait des problèmes qu'on a parlé la dernière fois avec Scarlett Johansson et d'autres. Donc, c'est une approche très différente les uns des autres. Puis, c'est de là aussi le but de notre balado aujourd'hui, c'est de juste comprendre le modèle d'affaires qui est vraiment différent, là, une plateforme a besoin tout le temps de renouveler son catalogue, de maintenir son catalogue, tandis que dans une salle, mais comme tu le dis bien, là, on prend un film, on l'exploite au maximum, puis ensuite, on passe à un autre appel. Fait que il y a vraiment le modèle d'affaires n'est pas pareil, puis c'est là-dessus que je veux mettre le doigt. Là. Exactement. Donc, au niveau des films, si on prend les redevances salles de cinéma, bon, on sait que c'est un partage des recettes. On reçoit des clients, on charge 10-12 $ pour chaque client. Dans l'ensemble des revenus, bon, on le partage avec le distributeur. Dépendamment de l'importance du film, il va charger un prix en conséquence. Donc, ça varie de 55 à 65 %, dépendamment. Exactement. C'est ça, dépendamment des films. C'est ça qui retourne au distributeur. Et lui, après ça, il en fait la redistribution avec le producteur qui, lui, l'envoie aux artistes et artisans qui ont participé. Donc, c'est à peu près la chaîne. Niveau de la diffusion sur plateforme numérique, bien, à ce moment-là, on disait que pour un film, une série, je ne sais pas, mais pour un film, habituellement, c'est 80 % des revenus qui étaient retournés à l'époque au studio de production. Mais en maintenant, chaque studio a ouvert sa propre plateforme. Donc là, il n'y a plus ce phénomène-là. Puis on voit, d'ailleurs, avec l'entente qui a été signée entre Netflix et Sony, on parle de 1 milliard par année pour présenter les films Sony sur la plateforme Netflix. Donc là, on est dans un monde différent, là. Puis un point important, c'est qu'à l'inverse de leurs propres films, ils ont déjà été présentés au cinéma, ont déjà eu une visibilité, déjà eu une campagne de publicité. Donc c'est intéressant qu'ils payent 1 milliard, un produit un peu usagé, pour le mettre accessible sur leur plateforme. Fait que c'est intriguant à ce niveau-là. Là. Oui, c'est ça. Mais à contrepartie, je pourrais dire que c'est peut-être un plus que le film a été exploité en salle, qui a été publicisé. Donc, il y a encore plus de gens qui savent, qui en ont entendu parler, qui savent c'est quoi, qui sont possiblement intéressés à le voir par la suite sur des plateformes. Donc, c'est une façon différente de faire. Puis là, en ce moment, on peut le voir d'ailleurs avec le fameux Spider-Man qui vient de sortir sur Netflix. Il est gratuit. C'est une façon de parler. Il est inclus dans l'abonnement, sans frais supplémentaires, mais on peut l'acheter sur les plateformes transactionnelles à 25 $. Donc, c'est un plus, si on veut, pour la compagnie Netflix à ce moment-là. Exactement. Et je veux juste rajouter, mais on voit que Netflix sont quand même ouverts à aller chercher un film qui n'est pas directement sorti là, sur leur plateforme. Là. Fait que moi, j'aime le move, là, l'action qu'ils ont faite avec ça. Moi, je trouve que c'est quand même encourageant. Je sais pas ton point de vue. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Là, qu'ils sont allés chercher un film de salle. Ils veulent l'avoir là. Oui, leur modèle a changé. Et puis c'est intéressant parce que maintenant, ils n'ont qu'un seul distributeur hollywoodien. C'est la compagnie Sony. C'est exclusif à Netflix. Donc, les choses, parce qu'avant, Netflix avait tous les distributeurs. Donc, les choses ont changé. Ils ont une approche, comme tu dis,
qui fait qu'ils peuvent le jouer après les salles, qui ne demandent pas l'exclusivité en primeur du produit. Déjà là, c'est une autre approche, contrairement à Disney+, qui veut sortir directement son fameux film, le Turning Red. Il sort directement sur leur plateforme et non dans les salles de cinéma. C'est une autre approche. Et je me suis laissé parler un peu entre les branches que c'est beaucoup plus facile pour Disney de présenter sur leur plateforme un dessin animé, donc vous n'aurez pas de droit de suite des acteurs. Ben, évidemment, ils vous appartiennent. C'est ça, je pense. Là, j'en avais parlé brièvement dans l'ancien balado que il y avait beaucoup de mécontentement là, des personnes qui ont fait le film, là, qui sortent pas en salle, ils n'ont pas de reconnaissance. C'est important de le dire aussi, ça. Oui. C'est une différence entre le cinéma et le streaming. Quand tu as un film de grosse envergure, oui. Tu n'as pas de reconnaissance, aucune reconnaissance. Peu importe le consommateur, l'écoute sur son téléphone. Oui. Il y avait beaucoup de déception à ce niveau-là. Et on peut rajouter que Netflix, c'est assez astucieux leur affaire, parce que la publicité sur les films est faite par la maison Sony. Alors que chez Netflix, on n'a pas de département de publicité. On n'a jamais voulu, parce qu'on va tomber rapidement dans 2 exemples de films qu'ils ont produits récemment. Eux, ils n'ont pas... le modèle hollywoodien, là, pour sortir un film, c'est à peu près 30% des coûts de production qui sont alloués à la publicité. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, si on met 100 millions, c'est 30 millions en publicité. Donc, puis il faut avoir toute l'infrastructure pour organiser des ententes avec différentes compagnies pour les produits dérivés et tout ça. C'est beaucoup. Donc, Netflix se dit, on va le faire par Sony et on le présente après parce que ce n'est pas notre expertise. Mais justement, jusqu'à preuve du contraire, je pense que Netflix utilise leur grosse plateforme pour... C'est comme leur pub interne, mais jusqu'à quand ça va fonctionner? Et on va en discuter, mais on voit déjà que c'est complexe de faire sortir un film du lot chez Netflix. Là. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a 2 exemples, là, entre autres. On va prendre les 2 plus récents. Le film Red Notice, qui est sorti il y a quelques mois déjà. Décembre environ. En décembre, c'est ça. Et c'est quand même une production de 200 millions. C'est du calibre hollywoodien. Hein, c'est avec des acteurs connus, Ryan Reynolds et The Rock, entre autres. Je pense qu'il y en avait un autre aussi qui est associé à eux. Mais c'est un film d'action. C'est un film très bien fait. Et il n'a pas passé sous le radar, mais pratiquement. On a entendu plus ou moins parler. C'est surtout les acteurs là, qui ont fait le mouvement qu'on en a parlé, mais en tant que tel, le film, oui. Il y a eu une petite vague, mais c'est sûr que sur le long terme, là, je dirais que ça s'est étouffé. Là. Oui, bien, c'est ça. Et on est en train d'assister à un peu la même chose, parce que Ryan Reynolds avait signé pour 3 films, je pense, avec Netflix. Là, il vient de sortir le 2e ou le 3e. Ça s'appelle Adam Project. Ça vient juste d'être... Oui, tout juste. Là. C'est très frais, oui. Oui, exactement. Encore là, un film de science-fiction bien fait, bien monté, avec des gros moyens. On entend encore une fois plus ou moins parler. C'est ça, on a l'impression que ça me donne, c'est que ça fait partie du catalogue, d'un film de plus sur le catalogue. C'est pas événementiel. Exactement, voilà. C'est là que ça me fait comprendre la différence là, entre le streaming et le cinéma. Là. C'est ça. C'est pas de mauvaise chose, je critique pas, on voit juste que c'est du contenu additionnel et ils ont l'air d'avoir plus de succès avec les séries. Oui, parce qu'il faut aussi dire, Samuel, qu'il n'y a pas de première, il n'y a pas le bouche à oreille avant la présentation du film est à peu près pas long, on entend peu parler. Donc, c'est une façon de faire qui est complètement différente parce que pour les cinémas, chaque film par lui-même est traité d'une façon préférentielle, si on veut. Du début à la fin, il faut qu'on crée l'événement, il faut qu'on crée l'intérêt, qu'on en parle au préalable, durant la production. Après,
la publicité de mise en marché et le suivi, parce que les rapports box-office, comme on disait tantôt, aident à faire le suivi du film. C'est combien qu'il a engrangé, puis de la façon qu'il se comporte. Puis ça m'amène à me questionner, vraiment en questionnement, mais mettons, si Red Notice, même si le film est beaucoup regardé, comment on compte ça? Est-ce que ça rapporte plus d'abonnements? Est-ce que ça va faire que le monde, bon, ça va encourager à continuer sur la plateforme? Fait que même si le film est beaucoup regardé, où est le bénéfice? Oui, c'est ça. Puis c'est dur à évaluer, justement, comment qu'on fait pour les redevances. On sait qu'on parle sur les plateformes musicales, Spotify donne des montants infimes à chaque auteur pour la diffusion de ses œuvres. En cinéma, c'est aussi difficile de voir pour un abonnement comme le mien ou le tien à 20 $ par mois, combien de séries par rapport à combien de films tu vas écouter, comment diviser ce 20 $-là en morceaux, est-ce que le film récent a un plus grand prix qu'un film qui date de plus longtemps? Écoute, c'est effectivement très compliqué et c'est opaque, on ne sait pas, on n'a aucune idée, on ne connaît pas ou peu leurs chiffres, sauf de dire que comme la dernière fois, ils font 25 milliards par année en 2021. Oui, mais comment, puis qui, ça revient à quoi? Et la seule donnée, encore une fois, que je vais réviser, mais c'est le Premium Access de Disney. Et visiblement, ils ne le font plus. Donc, on a comme résultat que le monde ne sont pas prêts à payer là, un abonnement plus un prix en location. Là. Donc, ce modèle-là n'a pas l'air fonctionner, donc c'est difficile là, de comprendre là, le bénéfice il est où. Là. Oui, puis tu as raison, parce que je me souviens très bien du début des clubs vidéo au Québec. On était le seul endroit où le taux de location était si fort comparé à la vente, à cause du prix. Et les gens n'ont pas, dans leur façon de gérer leurs dépenses, d'accepter de payer 25 $ pour regarder un film à la maison. Ils ont encore l'impression que c'est écouter la télé. Alors que pour une sortie, c'est très, très différent. On est prête parce qu'on est dans un cadre qu'on compare à des spectacles, à des choses comme ça. Le prix est très différent. À la maison, payer 25 $ pour écouter un film, il y en a qui disent oui, mais on se met à 5-6, puis bon, ça coûte moins cher. C'est pas évident du tout. Ça sert d'exception, mais règle générale, les gens n'acceptent pas de payer des prix aussi élevés. Puis, pour l'instant, jusqu'à quand ça va changer, mais on le voit que, hors de tout doute, les séries fonctionnent très, très, très bien là, au niveau des plateformes. C'est même pas une question. Et on voit encore que les cinémas, là, c'est plus réservé à la salle. Fait que... C'est exactement ça. Au niveau des salles, le film, on est en train de reprendre doucement. Puis tu vois la fréquentation. Tu m'as déjà parlé qu'encore cette semaine, l'assistance, elle est bonne, elle est là. Les gros films arrivent à l'affiche, comme on s'est dit. Je pense que le cinéma va retrouver ses repères. Puis les séries, puis les plateformes en diffusion sont là pour rester. C'est un produit intéressant, mais il faut qu'ils trouvent leur voie. Comme les salles vont devoir s'adapter, on répète un peu la même chose, mais c'est ça qui est le nerf de la guerre. Parce qu'on regarde au Québec, les abonnements, là, en 2020, 52 % des foyers étaient abonnés à Netflix. C'est énorme. Et 16 % au Club illico et 20 % à Tout TV payant. Bien là, avec le phénomène qu'on vit là, d'inflation qu'il y a partout, les taux d'intérêt à la hausse, puis on en a plusieurs qui s'en viennent, je pense que les gens vont devoir faire des choix. Parce qu'on se souvient aux États-Unis, lors de la crise des subprimes en 2008, qu'est-ce qui a été coupé en premier? On appelait ça dans le temps le cord cutting, on l'a déjà dit, mais c'est tout à fait vrai. Là. On coupait les frais du câble. Bon, donc, dans le divertissement à la maison, on pense plutôt à couper ça que couper l'achat à manger. Hein? Je pense que c'est logique. Donc, quel sera l'impact qu'on va avoir ici
dans les prochains mois ou sinon dans les 2-3 années qui vont suivre? Est-ce que les plateformes ont atteint leur plateau? Puis surtout, qu'est-ce qui va arriver quand le contenu va s'éparpiller partout? Tranquillement, plus que ça avance, plus que le contenu s'éloigne entre les plateformes. Donc, ça va être encore plus difficile de s'abonner à 6 plateformes. Puis une plateforme ne pas le contenu que tu veux, donc ça va devenir très difficile. Oui, ça va effectivement, tu as raison. Et je regardais un petit peu dans l'ensemble. Là. Si on veut s'abonner à tous les services au Québec, là, c'est à peu près 150 $ par mois, en dehors des frais de l'Internet. Donc, c'est un signal probablement rapide, c'est un autre 100 $ par mois. Donc, c'est 250 $ par mois pour avoir accès à l'ensemble du produit sur les plateformes. C'est très, très, très dispendieux. Donc, c'est questionnable, on verra. C'est l'avenir qui va nous le dire. Pouvoir voir la tendance que les gens vont accepter de faire pour faire un choix plus éclairé. En dehors de ça, bien, on revient aux salles de cinéma. Les salles de cinéma sont déjà encore très présentes. Les films québécois qu'on présente actuellement, Au revoir le bonheur. Surtout qu'Au revoir le bonheur a eu 2 sorties. Là. Il a été coupé par la fermeture au Québec. Donc, c'est le fun de voir là, un petit film québécois comme ça là, reprendre ses ailes un peu. Là. Exactement, qui se positionne très bien. Les gens sont encore là, veulent les voir. Et il y a des films qui s'en viennent au courant de l'année qui sont super intéressants. On ira bientôt à Ciné-Québec assister aux réunions qu'il y a pour la diffusion des films québécois. Des visionnements, oui. Oui, des visionnements intéressants, des colloques qui parlent du cinéma québécois en général, sa production, sa diffusion et tout ça. Donc, l'intérêt est encore là. Ça va être d'ailleurs un des sujets futurs d'un autre de nos balados à ce moment-là. Avant de terminer, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais rajouter dans le domaine du streaming. Je pense qu'on a fait un peu le tour, en tout cas ce qui touche aux salles de cinéma. Je voulais juste on l'a bien expliqué, je voulais qu'on explique la différence du modèle d'affaires. Il faut avant tout, quand on veut comparer des choses là, dans la vie, là, surtout en business, il faut comprendre le modèle d'affaires et de là, on peut se faire une meilleure idée de qu'est-ce que la salle peut apporter et qu'est-ce que le streaming t'apporte. Donc, il reste encore plein de questions. C'est tout nouveau, c'est en évolution. Mais on voit, comme on l'a expliqué, qu'il y a une prédominance des séries à la maison et c'est le modèle qui semble fonctionner. Et là, on va voir avec 2022 quels revenus, quelle popularité les cinémas vont avoir. Mais j'amène ça d'un point positif. Là. Je pense qu'on va avoir une belle année 2022-2023. Les signaux sont très encourageants. Oui, les signaux sont là. Le produit est là parce qu'on en a décalé plusieurs. Donc, on s'en vient avec du produit super intéressant pour l'année 2022. On finit en apothéose avec le fameux film de Cameron. Avatar. Avatar, effectivement, que tout le monde attend depuis des années. Pas des mois, des années. Donc là, encore là, c'est un exemple en salle de cinéma. On a créé un intérêt, on a créé quelque chose, tout le monde veut voir « Ah, Avatar, ça sort quand, ça se passe quand? » On crée l'événement et je pense que ça, c'est un des atouts des salles de cinéma. Et c'est, pour conclure, là, c'est ça qui fait tout le temps renouveler la chose. Là. À chaque 10 ans, il y a tout le temps un film là, qui vient allumer la mèche. Là. Ouais, qui se démarque. Très important d'avoir un film comme ça. Là. Effectivement, il y a eu Avatar, avant ça, il y a eu Titanic, il y en a eu... Autant n'emporte le vent, c'était un des grands succès, puis on en parle encore, pas 100 ans, mais plus de 80 ans plus tard. Donc, ça reste des succès qui ont marqué le monde du cinéma. Eh bien, un gros merci, Samuel. La prochaine fois, le prochain épisode, on veut s'attarder aux années 80. Et ça, les années 80 ont été le début de changements profonds dans le monde du cinéma. Et justement, c'est les balbutiements de la vidéo, de tout ça. Donc, il y a matière à regarder
à faire un bon balado là-dessus. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je veux parler de ça, c'est c'est une époque que j'ai pas pu vivre et il y a des trucs similaires avec aujourd'hui, le streaming, le mode de consommation. Il y a des éléments très importants, là, ça va être très, très, très intéressant. Là. Absolument. Fait qu'on se voit là-dessus. D'ici là, bien, je te remercie, Samuel. Merci à toi. Et puis, n'oubliez pas, hein, le cinéma, c'est au cinéma.